À l'aube glaciale du 27 janvier 2016, Nicole Lovell, une jeune fille de 13 ans, a fait glisser une commode pour bloquer la porte de sa chambre, a pris sa couverture mignon, son téléphone portable et s'est échappée par la fenêtre. S'attendant à rencontrer son petit ami virtuel, l'adolescente ne savait pas qu'elle marchait vers un piège mortel. Quelques heures plus tard, dans l'obscurité de Craig Creek Road, près de Virginia Tech, le corps de Nicole serait brutalement attaqué avec 14 coups de couteau, dont une entaille fatale à la gorge. Ce qui a commencé comme une rencontre secrète entre une adolescente vulnérable et un étranger s'est terminé par l'un des crimes les plus choquants de Blacksburg, en Virginie. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment deux étudiants universitaires exemplaires ont méticuleusement planifié ce crime odieux et comment de petites erreurs ont mené à leur capture. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun détail des affaires criminelles les plus marquantes de l'histoire récente. La découverte du corps de Nicole dans un fossé en Caroline du Nord a secoué la communauté de Blacksburg. Mais pour comprendre comment une adolescente a été attirée dans une rencontre fatale, nous devons revenir au début et apprendre qui était cette jeune femme dont la vie a été si brutalement interrompue. Nicole Madison Lovell était une survivante depuis sa première année de vie. À 10 mois, elle avait subi une transplantation du foie qui l'obligeait à prendre des médicaments anti-rejet 2 fois par jour pour rester en vie. Les cicatrices visibles laissées par les chirurgies sont devenues une source constante de honte et en faisaient une cible facile pour le harcèlement impitoyable des camarades d'école. Elle détestait aller à l'école, a confessé Tammy Weeks, sa mère, aux enquêteurs. Elle me demandait souvent d'écrire des mots pour la dispenser des cours de gymnastique parce que les autres filles se moquaient de ses cicatrices. La structure familiale de Nicole contribuait également à sa fragilité émotionnelle. Élevée principalement par sa mère et ses grands-parents maternels après que son père, David Lovell, ait abandonné la famille avant même sa naissance, l'adolescente a grandi avec un vide affectif qu'elle cherchait désespérément à combler. Son père, avec un casier judiciaire pour possession de drogue, était absent pendant les périodes critiques de son développement. Dans les moments de solitude, Nicole se réfugiait dans le monde des ours en peluche panda et dans des publications sur les réseaux sociaux qui révélaient son angoisse adolescente. Des amis proches ont rapporté qu'elle manifestait occasionnellement des pensées suicidaires, convaincue que personne ne se souciait d'elle. Comme tant d'adolescents solitaires de sa génération, Nicole a trouvé dans le monde virtuel ce que la réalité lui refusait, acceptation et connexion. L'application Kik Messenger est devenue sa porte d'entrée vers cet univers parallèle. La plateforme, connue pour permettre des communications anonymes sans nécessité de vérification d'âge ou de mail valide, avait déclaré publiquement qu'elle ciblait les jeunes utilisateurs dans le cadre de sa stratégie commerciale. C'est dans cet environnement numérique sans surveillance que Nicole a commencé à parler avec des étrangers, y compris quelqu'un avec un pseudonyme qui sonne aujourd'hui comme un présage macabre, Dr Tombstone, Dr Pierre Tombal. Elle avait réinstallé l'application après que je lui ai ordonné de la supprimer, a déploré Tammy, qui a admis ne pas superviser adéquatement les activités en ligne de sa fille. Ce que la mère ne savait pas, c'est que derrière ce nom sombre se cachait quelqu'un qui planifiait déjà de transformer la vie de Nicole en une véritable pierre tombale. Alors que les autorités passaient au peigne fin les registres numériques de Nicole, un nom d'utilisateur se démarquait parmi les messages, Dr Tombstone. Le FBI a rapidement retracé l'adresse IP associée à ce pseudonyme macabre, révélant l'identité réelle derrière le masque numérique. Derrière le nom de code menaçant se cachait David Eisenhower, un étudiant de première année de 18 ans à la prestigieuse Virginia Tech. Physiquement, Eisenhower était l'antithèse du tueur stéréotypé, un athlète de course distingué depuis le lycée, surnommé Star Runner par les médias locaux du Maryland, sa terre natale. Je ne m'arrêterai pas personnellement jusqu'à atteindre ma performance maximale, déclarait Eisenhower dans une interview pendant sa dernière année de lycée, après avoir remporté 3 courses de longue distance au championnat d'État. Cette détermination et cette excellence l'ont conduit à Virginia Tech avec une bourse d'études en ingénierie. Ses collègues universitaires le décrivaient comme intelligent et légèrement arrogant, mais rien qui s'écarte du profil typique d'un étudiant d'élite. Ses notes étaient impeccables. Son dossier, immaculé. À toute fin pratique, David Eisenhower était le modèle de la réussite académique américaine. Cependant, derrière la façade d'excellence académique et athlétique se cachait un jeune homme aux tendances troublantes. Son colocataire, Jérémy Basdeo, remarquerait rétrospectivement des comportements étranges, comme sortir en bottes de pluie par une nuit sèche, ne revenant qu'à l'aube. D'autres collègues commentaient sa propension à raconter des histoires exagérées sur des exploits avec des boissons qui se terminaient toujours par un évanouissement, dans une tentative apparente de paraître plus expérimenté et mondain.
Les conversations entre Nicole et Eisenhower ont commencé fin 2015 via le site Omegle, une autre plateforme de conversations anonymes. Comme Eisenhower le déclarerait plus tard à la police, je m'ennuyais dans ma chambre et me suis connecté à un site où l'on parle juste avec des étrangers au hasard. Dans les premiers contacts, Nicole affirmait avoir 16 ou 17 ans, encore mineure, mais pas aussi jeune qu'elle l'était réellement. La communication a rapidement migré vers Kik, où les messages pouvaient être plus facilement cachés et supprimés. Un ami proche d'Eisenhower, Bryce Dustin, révélerait plus tard à la police que David avait partagé des détails sur cette relation en ligne, admettant que Nicole était devenue un problème quand il a découvert son âge réel. Le conseil de Bryce ? Si elle veut être ta petite amie, laisse-la, mais ne sois pas le meilleur petit ami. Ne lui envoie pas de message, ignore-la simplement. Elle se lassera sûrement de toi et partira. Eisenhower a ignoré ce conseil. En décembre 2015, comme les registres téléphoniques le révéleraient plus tard, les deux se sont rencontrés en personne pour la première fois. Même après avoir clairement vu que Nicole n'avait que 13 ans, Eisenhower a poursuivi la relation, franchissant éventuellement des lignes qui le mettraient en panique concernant les conséquences légales. Les registres du téléphone de Nicole ont révélé une dynamique troublante entre l'adolescente et l'étudiant universitaire. Dans l'un des derniers échanges de messages récupérés, Eisenhower écrivait « Je dois souligner que tu ne peux parler de moi à personne parce qu'ils trouveront un moyen de te faire du mal. » Confuse et effrayée, Nicole a répondu « Qui va me faire du mal? Qui sont-ils? Pourquoi me fais-tu peur ?» Cet échange, lu plus tard pendant le procès, révélait le schéma classique de manipulation et de contrôle typique des prédateurs en ligne, isolement de la victime, création d'une atmosphère de secret et menaces voilées pour garantir le silence. En même temps, Eisenhower envoyait des messages à un numéro inconnu à Pulaski, en Virginie, demandant un bon endroit pour cacher un corps, message qu'il prétendrait plus tard n'être que des blagues, mais qui révélait l'obscurité croissante dans ses pensées. Quand Nicole a commencé à menacer d'exposer la relation, soit par frustration émotionnelle, soit parce qu'elle percevait le danger qu'il représentait, Eisenhower a conclu qu'il n'avait qu'une seule issue. Comme la procureure Marie Petty le déclarerait plus tard au tribunal, Eisenhower avait un problème, et son problème était Nicole Lovell. La solution à ce problème serait brutale et irrévocable, tracée avec la même précision méthodique avec laquelle il planifiait ses courses de compétition et ses projets d'ingénierie. Alors que les enquêteurs démêlaient les actions d'Eisenhower, une révélation surprenante a émergé, l'étudiant universitaire n'a pas agi seul. Pendant l'interrogatoire, il a demandé au détective si cela l'aiderait de mentionner qu'il y avait quelqu'un avec lui quand il a acheté une pelle, une tentative maladroite de négociation qui a ouvert la voie à la découverte de sa complice. Ce qui a vraiment transformé cette affaire en l'une des plus troublantes de l'histoire criminelle récente a été la participation de Natalie Kipper, une collègue universitaire d'Eisenhower de 19 ans. Sa présence dans ce schéma homicide défiait toutes les attentes, fille d'un ingénieur de la NASA et d'une technicienne en radiologie, étudiante exemplaire en ingénierie dans la même université d'élite, membre de l'équipe éditoriale et actrice de théâtre musical au lycée. Elle figurait parmi les 15% meilleurs de sa classe, rapporterait un professeur choqué. En surface, Kipper semblait aussi improbable qu'Eisenhower de participer à un crime odieux. Tous deux étaient originaires du Maryland, avaient grandi à seulement 13 miles l'un de l'autre, et avaient brièvement fréquenté à leur arrivée à l'université avant d'établir une profonde amitié. Ce qui unissait ces deux jeunes prometteurs n'était pas seulement la proximité géographique ou les intérêts académiques partagés, mais quelque chose de beaucoup plus sinistre. Lorsque les enquêteurs ont examiné le téléphone de Kipper, avec sa propre permission, une erreur tactique cruciale, ils ont découvert des messages qui glaceraient le sang de n'importe qui. « Je sens les produits de nettoyage et j'ai été près de beaucoup de sang », écrivait-elle dans l'un des échanges. Confrontée à cette preuve, Kipper s'est effondrée et a admis « Nicole est morte ». Cependant, elle a insisté sur le fait qu'elle n'a pas participé au meurtre réel, qu'elle a seulement aidé à déplacer le corps et à nettoyer les preuves, une distinction qui s'avérerait discutable à mesure que davantage de détails apparaissaient. Les messages récupérés des téléphones du duo ont révélé une planification minutieuse qui a duré des semaines, commençant début janvier 2016. Les deux ont méthodiquement discuté de diverses façons de tuer Nicole, de l'empoisonnement au cyanure, en échangeant son médicament vital, au tir ou coup de couteau. Sur un ordinateur, les enquêteurs ont trouvé des recherches Google comme « Combien de temps faut-il pour brûler un corps ?» et « Comment Dexter s'est débarrassé de ses corps ?» référence à l'émission de télévision sur un tueur en série. À un autre moment, Kipper conseillait sans détour à Eisenhower « Débarrasse-toi d'elle. Tu l'as. » La motivation, comme Kipper le révélerait plus tard, était la peur. Eisenhower craignait que Nicole n'expose leur relation illégale ou, plus alarmant,
qu'elle puisse être enceinte. Et si j'avais couché avec elle, et si elle finissait enceinte, aurait dit Eisenhower, exprimant sa panique. Mais qu'est-ce qui expliquerait la participation de Keeper à ce schéma? Ses propres mots offriraient un aperçu troublant. Il aimait le fait que nous travaillions ensemble et cela me faisait sentir aimé et me faisait sentir spécial, me faisait sentir comme si je faisais partie d'une sorte de club secret dont seul lui et moi faisions partie, et c'était le meilleur club du monde. La veille du crime a révélé des actions méthodiquement calculées qui laisseraient une trace de preuves irréfutables. Le 26 janvier, les caméras de sécurité d'un Walmart local ont capturé Eisenhower et Keeper achetant une pelle, des produits de nettoyage, des lingettes humides et des gants, le classique kit post-meurtre. Après avoir dîné ensemble dans un restaurant fast-food, les deux ont finalisé les détails de leur plan. Keeper prétendrait plus tard qu'elle est restée dans sa chambre tandis qu'Eisenhower se rendait au rendez-vous avec Nicole, mais les registres GPS et les preuves médico-légales suggéraient une autre histoire. Ce qui s'est passé ensuite a été reconstitué par les enquêteurs. Vers 1h du matin, Eisenhower a arrêté sa voiture dans une zone isolée sur Craig Creek Road. Les résultats de l'autopsie révéleraient la brutalité de ce qui s'est passé. Nicole a d'abord été frappée au cou avec une pelle, brisant une vertèbre. Encore vivante, elle est tombée au sol où elle a été poignardée 14 fois, 7 à la tête et au visage, 7 à la poitrine. Le coup fatal lui a tranché la gorge. Après le meurtre, Eisenhower a placé le corps dans le coffre de sa voiture avec la couverture mignon et ses autres effets personnels. Le GPS du téléphone a cartographié son retour au campus, non pas pour confesser ou chercher de l'aide, mais pour entamer la phase suivante de son plan avec Keeper. Le jour suivant, le duo retournerait au Walmart pour acheter plus de fournitures de nettoyage, avant de transporter le corps vers un lieu isolé en Caroline du Nord, près de la propriété de parents éloignés d'Eisenhower. Là, le corps de Nicole a été dépouillé et jeté dans un fossé, le duo comptant sur le fait que le temps froid maintiendrait l'odeur basse, et que la nature s'occuperait du reste en quelques semaines. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était la rapidité et l'efficacité de l'enquête policière qui se formait déjà, motivée par la disparition d'une adolescente vulnérable qui avait désespérément besoin de son médicament quotidien pour survivre. Tandis que le crime était méticuleusement exécuté dans l'obscurité, une communauté entière se réveillait pour un cauchemar. Le matin du 27 janvier 2016, la routine matinale de Tammy Weeks a été interrompue par une découverte terrifiante, la porte de la chambre de Nicole bloquée par une commode, la fenêtre ouverte, et sa fille disparue. J'ai poussé la porte de toutes mes forces, a rapporté Tammy par la suite, et j'ai vu que la table de nuit avait été placée contre elle. La chambre était vide, mais contenait des signes alarmants, les médicaments anti-rejet que Nicole devait prendre 2 fois par jour restaient intacts. Pour une transplantée du foie, rester sans ce médicament pendant plus d'une journée pourrait être fatal. À 7h15 du matin, Tammy a déclenché l'alerte, déclenchant l'une des plus grandes mobilisations de recherche de l'histoire récente de Blacksburg. La police recherche une jeune fille disparue qu'ils disent être en danger, annonçaient les informations locales, montrant la photo souriante de Nicole. Elle a été vue pour la dernière fois dans l'appartement de sa famille vers minuit. Blacksburg et Virginia Tech, une communauté déjà marquée par la tragédie du massacre de 2007 qui a fait 32 victimes, se sont à nouveau unis en solidarité. Une opération massive a été mise en place, mobilisant la police locale de Blacksburg, les services d'urgence du comté de Montgomery, des agents du FBI spécialisés dans la disparition d'enfants, le corps des cadets de Virginia Tech, près de 1000 volontaires de la communauté, des drones avec capteurs infrarouges pour scruter les zones difficiles d'accès. Le froid intense de l'hiver de Virginie ajoutait de l'urgence à la recherche. Les températures nocturnes descendaient à environ -4 degrés Celsius, 25 degrés Fahrenheit, dangereusement basses pour quelqu'un sans abri adéquat. Au 3e jour des recherches, alors que l'espoir diminuait, les enquêteurs ont trouvé quelque chose d'inhabituel dans la chambre de Nicole. Sur la paroi intérieure de son placard, écrit à la main, se trouvaient ses noms d'utilisateurs et mots de passe pour diverses plateformes de médias sociaux, y compris la controversée application Kik. C'était comme si elle laissait des miettes de pain pour que nous la suivions, a commenté un enquêteur. Simultanément, une voisine, mère d'une amie de Nicole, a apporté une information cruciale. Nicole lui avait confié avoir un petit ami secret, plus âgé et prévoyait de le rencontrer cette nuit-là. Cette révélation a complètement changé le cours de l'enquête, transformant un possible cas de fugue en un potentiel enlèvement. Avec les identifiants récupérés, des spécialistes en cybercriminalité du FBI ont réussi à accéder au compte de Nicole, découvrant que sa dernière communication avait été avec un utilisateur nommé Dr. Tombstone. Travaillant avec l'entreprise Kik, ils ont obtenu l'adresse IP associée au compte.
La technologie qui avait permis à Nicole de rencontrer son prédateur devenait maintenant l'instrument pour l'exposer. L'adresse IP a conduit les enquêteurs directement au dortoir anglais Johnston Hall, sur le campus de Virginia Tech, exactement à la chambre de l'athlète vedette. L'après-midi du 30 janvier, 3 jours après la disparition, le suspect a été emmené pour interrogatoire. Initialement coopératif, il a admis avoir parlé avec Nicole en ligne, mais a prétendu que leur rencontre en personne n'avait duré que quelques instants. « J'arrive là-bas et je vois quelqu'un qui semblait probablement avoir 11 ans sortir d'une fenêtre, et j'ai pensé, pas pour moi, point. » Son histoire s'est rapidement effondrée lorsqu'il a été confronté aux données GPS de sa voiture, montrant son trajet exact cette nuit-là, y compris un arrêt prolongé sur Craig Creek Road, le même endroit décrit dans sa planification avec sa complice. Les autorités ont également trouvé un morceau de papier dans son dortoir avec l'adresse de Nicole notée dessus. Aux premières heures du 31 janvier, alors que le suspect était formellement arrêté pour l'enlèvement de Nicole, des équipes de recherche travaillaient sur la base de nouvelles informations. Le GPS avait enregistré un voyage en Caroline du Nord, et les enquêteurs ont concentré leurs efforts dans la zone frontalière. Le corps a été localisé de l'autre côté de la frontière de l'État, dans le comté voisin de Surrey, Caroline du Nord, près de la route 89, a officiellement annoncé le shérif Graham Atkins, confirmant la pire crainte de la famille Lovell. À 144 km de chez elle, le corps nu de Nicole a été retrouvé dans un fossé dans une zone boisée, exactement comme prévu par les auteurs, près de la maison de parents éloignés de l'un d'eux. La jeune femme qui avait survécu à une transplantation du foie dans son enfance, qui rêvait de participer à American Idol, qui souhaitait simplement être aimée et acceptée, a eu sa vie brutalement interrompue par ceux qui ont profité de sa vulnérabilité. Les preuves s'accumulaient rapidement. Dans un dortoir universitaire, à l'intérieur d'un sac de sport caché dans un autre sac, les policiers ont trouvé la couverture mignon disparue de la chambre de Nicole, maintenant tachée de sang. Dans le coffre de la voiture utilisée pour le crime, des traces de sang persistaient malgré les tentatives de nettoyage. Et l'appel acheté chez Walmart, avec les empreintes digitales des deux impliqués, présentait des taches de sang que les tests ADN confirmeraient appartenir à la victime. Alors que la communauté de Blacksburg se réunissait pour une veillée aux chandelles au Lantern Ridge Appartement, où vivait Nicole, les enquêteurs médico-légaux de Virginie et de Caroline du Nord commençaient la tâche méticuleuse de reconstituer les derniers moments de la vie de l'adolescente, révélant un crime dont la froideur et la préméditation choqueraient même les policiers les plus expérimentés. Avec le corps de Nicole récupéré et les preuves qui s'accumulaient, l'enquête est entrée dans sa phase la plus intense. Les interrogatoires ont révélé les premières fissures dans l'alliance entre les deux étudiants universitaires qui avaient méticuleusement planifié le crime. Lors des premiers interrogatoires, l'athlète de Virginia Tech a désespérément tenté de minimiser son implication. « Je ne suis même pas sorti de la voiture », a-t-il insisté, prétendant avoir renoncé à la rencontre en réalisant l'âge réel de Nicole. Mais la technologie qu'il étudiait en tant qu'ingénieur le trahissait maintenant, les registres GPS de son véhicule traçaient une carte incontestable de son parcours cette nuit-là, y compris l'arrêt prolongé sur Craig Creek Road. Les preuves physiques étaient tout aussi accablantes. Malgré les tentatives de nettoyage, les techniciens médico-légaux ont trouvé du sang dans le coffre de sa voiture. L'appel acheté chez Walmart portait des empreintes digitales et des taches de sang que les tests ADN confirmeraient appartenir à la victime. Des morceaux de peau trouvés sous les ongles de Nicole, perdus pendant les tentatives de nettoyage du corps, contenaient l'ADN qui le liait irréfutablement au crime. Se sentant acculé, il a tenté sa dernière carte, impliqué sa collègue universitaire, demandant aux enquêteurs si cela aiderait de mentionner qu'il n'était pas seul lors de l'achat de l'appel. Cette révélation a conduit à la détention de l'étudiante en ingénierie, qui a initialement maintenu le récit selon lequel elle avait seulement aidé à cacher le corps après le crime. « Je pensais qu'il plaisantait », a-t-elle affirmé lors de l'interrogatoire initial. « Je ne pensais pas qu'il la tuerait vraiment. » Cependant, lorsque les enquêteurs ont examiné son téléphone, l'histoire qui émergeait était très différente. Les messages textes échangés entre les deux révélaient non seulement une connaissance préalable et une planification détaillée, mais aussi son enthousiasme troublant. « Débarrasse-toi d'elle. Tu l'as, conseillait-elle dans un message. Après le crime, un autre message la montrait en train de célébrer « Tu mérites une bonne nuit de sommeil ». 2 ans se sont écoulés entre le crime et les procès. Durant cette période, les procureurs ont méticuleusement construit leur dossier, analysant chaque fragment de preuves numériques et médico-légales. Finalement, en février 2018, le procès du principal accusé a commencé. Se déclarant initialement non coupable de toutes les accusations, sa position a changé dramatiquement au 4e jour, lorsque l'accusation a lu au tribunal l'un des derniers échanges de messages entre lui et Nicole.
Je dois souligner que tu ne peux parler de moi à personne parce qu'ils trouveront un moyen de te faire du mal, avait-il écrit. Qui va me faire du mal? Qui sont-ils? Pourquoi me fais-tu peur? Avait répondu l'adolescente confuse. Face à cette preuve et à d'autres preuves accablantes, il a changé sa déclaration en nolo contendere, ne contestant pas les accusations, mais n'admettant pas non plus sa culpabilité. Le juge a accepté ce changement et l'a considéré coupable des 3 chefs d'accusation, meurtre au premier degré, enlèvement et dissimulation de cadavres. Je regrette la douleur que mes actions ont causée à Nicole Lovell et à sa famille, a-t-il déclaré lors de la sentence, visiblement ému pour la première fois durant le processus. C'est mon plus profond regret, et je suis conscient que mes actions ont des conséquences graves, rien ne peut défaire ce qui a été fait, et pour cela je suis profondément, sincèrement et à jamais désolé. Le juge a été implacable, 50 ans de prison pour le meurtre, plus 10 pour l'enlèvement et 5 pour la dissimulation du cadavre, avec 15 ans suspendus et 20 ans de liberté surveillée après l'exécution de la peine. Il a également été condamné à payer 5 130 $ en restitution à la famille. En septembre de la même année, sa complice a affronté son propre procès, avec une stratégie de défense surprenante. Ses avocats l'ont dépeinte comme une jeune femme mentalement compromise, amenant des neuropsychologues pour témoigner. Ses experts l'ont diagnostiqué avec 7 troubles distincts. Troubles de la personnalité borderline. Troubles de dépersonnalisation des réalisations. Troubles de stress post-traumatique. Troubles schizotypiques. Troubles paniques. Troubles dépendants. Troubles dépressifs persistants. La défense a soutenu que ces conditions la rendaient facilement influençable et déformaient sa perception de la réalité. Elle pensait que tout cela était un fantasme, ont plaidé ses avocats, quelque chose qui n'était pas réel. Dans l'un des moments les plus bizarres du procès, elle s'est décrite elle-même comme une sociopathe en formation, sous l'influence de son ami, qui voyait en elle une apprentie pour ses tendances psychopathiques. Il me faisait sentir comme si je faisais partie d'une sorte de club secret dont seul lui et moi faisions partie, et c'était le meilleur club du monde, a-t-elle déclaré. Mais l'accusation était préparée. En diffusant des enregistrements audio et des messages textes, ils ont démontré qu'elle n'était pas seulement au courant du plan, mais se montrait enthousiaste et même fière après son exécution. Le jury ne s'est pas laissé convaincre par le récit de la défense. Après seulement 1 heure de délibération, un temps exceptionnellement court pour une affaire de meurtre, ils sont revenus avec le verdict, coupable en tant que complice avant et après le fait, et pour dissimulation de cadavres. La sentence, 40 ans de prison, suivie de 10 ans de liberté surveillée. Dans une dernière tentative de rédemption, elle s'est adressée à la famille de Nicole, « Je suis désolée. J'aurais aimé avoir arrêté. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » L'émotion théâtrale semblait déplacée après toutes les preuves présentées sur son enthousiasme pour le crime. En décembre 2020, son appel pour un nouveau procès a été rejeté, clôturant définitivement l'aspect juridique de l'affaire. Mais pour la famille de Nicole, la fermeture émotionnelle reste insaisissable. « Je suis juste engourdi maintenant. Ce n'est pas réel, a déclaré Tammy Weeks après la condamnation du meurtrier de sa fille. Je vais me coucher en espérant que tout soit un cauchemar. » Le père de Nicole, David Lovell, a révélé qu'il avait développé un SSPT et luttait contre la dépression depuis l'assassinat de sa fille. « C'est un crime horrible, il n'y a rien qui puisse se passer dans la salle d'audience qui va arranger ça. » Pour les habitants de Blacksburg, la communauté universitaire de Virginia Tech, et particulièrement pour la famille Lovell, la justice a été techniquement rendue avec les lourdes peines. Mais l'absence permanente de Nicole, la fille qui a survécu à une transplantation du foie seulement pour voir sa vie interrompue par des prédateurs qui ont exploité sa vulnérabilité, laisse un vide qu'aucune sentence judiciaire ne pourrait combler. Et vous, que pensez-vous de cette affaire tragique? Laissez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos. Votre abonnement est fondamental pour que nous continuions à présenter des cas comme celui-ci. À la prochaine vidéo.